Je sais, c'est ma seconde vidéo Kaamelott suite à la sortie du volet 2, mais j'ai eu envie de revenir sur le sujet après avoir revu le premier volet pour préciser certains points de mon propre avis et réagir rapidement à certains titres de vidéos YouTube assassines comme Téléfilm M6 ou Le Vide Total ou encore Vide Absolu, qui sont totalement à côté de la plaque malgré les sérieux défauts de ce film. Je resterai sans spoiler et je vous préviendrai éventuellement si j'ai besoin d'être plus précis et donc de décrire les événements du film, mais je pense que ce ne sera pas le cas dans la vidéo. Comme expliqué dans la première vidéo, j'ai été déçu par le film sur un point très spécifique mais essentiel, sa structure narrative. Je vais y revenir en détail, mais avant, je voulais revenir sur les qualités que j'ai soulignées dans ma première critique. En effet, les gens qui écoutent et regardent une vidéo ont parfois tendance à ne retenir qu'un seul ou deux ou trois points, souvent ceux avec quoi ils sont le plus en désaccord, et le reste, ça passe un petit peu à la trappe. À mes yeux, ce volet 2 partie 1 est une réussite en termes de dialogue, du moins pour la plupart des personnages. Sur les 45 premières minutes environ, c'est très prometteur. On y retrouve à la fois l'esprit de la série Kaamelott avec des répliques qui fusent et qui sont très bien jouées, mais en prime, un souffle d'aventure et une promesse de grandiose, digne d'un film épique, se mettent en place, même si on sait que ce sera toujours avec des protagonistes majoritairement incompétents et stupides. Ce volet 2, c'est aussi une réussite esthétique. Certains trouvent les costumes ridicules. Pour ma part, j'approuve leur extravagance, leur couleur et la manière dont ils s'adaptent et même fabriquent ou participent à fabriquer les personnages qu'ils vêtissent. Cette réussite esthétique vaut tout autant pour l'usage de la lumière naturelle en extérieur comme en intérieur. Je le répète aussi pour la musique, les compositions d'Alexandre Astier sont un véritable plus qui accompagne merveilleusement les scènes. Avec une meilleure scénarisation, on aurait pu avoir quelque chose de très très bon. Même les effets numériques sont nettement plus aboutis que dans le premier volet, même si on se confronte ici au problème central de la frustration, puisqu'on n'en fait pas grand chose au final. La distribution est bonne dans l'ensemble, mais très inégale en talent comme dans le premier volet. Cette qualité variable de talent de comédien est amplifiée par ce qui me semble être une inégalité flagrante de développement et de caractérisation des personnages. Quand je parle de personnages inégalement caractérisés, je fais référence à la différence flagrante entre la plupart des personnages historiques de la saga et la plupart des nouveaux. Si je vous parle de Bohort, vous savez qu'il est peureux, fidèle et organisé. Si je vous parle de Caradoc, vous savez qu'il est obsédé par la bouffe, idiot, un peu imbu de lui-même, mais farouchement loyal à Kaamelott comme à Arthur. Je pourrais facilement dérouler pour tous ces personnages connus. En revanche, si je vous demandais de décrire en 2 ou 3 adjectifs des personnages tels que Girflet, Gareth, Rostand, Yagou, Meben ou Megan, ça deviendrait nettement plus difficile. On sait que Gareth a honte d'être le fils du roi Lot, bon, super, ça nous fait une belle jambe, on sait qu'il balance un éclair. Pour les autres, je peux juste dire qu'ils semblent partager une volonté de bien faire et un enthousiasme de la jeunesse et le goût de l'aventure, mais sans aucune particularité individuelle. À mes yeux, dans une œuvre aussi centrée sur les caractères et les dialogues, cet aspect interchangeable et indistinct de la nouvelle génération est extrêmement problématique et nuit très fortement à l'investissement émotionnel du spectateur, ou même simplement à l'humour. Quand je dis dans la première vidéo que je n'ai rien à carrer de ces personnages, ce n'est pas parce que je n'ai pas compris le message de fond du film, à savoir le rôle des jeunes générations pour partir à l'aventure et faire bouger les choses, quand les anciens ont tendance à rester sur leurs acquis et leurs privilèges, réticents à la prise du moindre risque. Ce message est intéressant sur le fond, d'autant qu'il est nuancé car il reste des anciens qui sont prêts à partir à l'aventure du jour au lendemain, comme Caradoc et sa bande, mais aussi Merlin, ou Gauvin et j'en passe. En plus, dans la quête du groupe de 4 composé de Yagu, Gareth, Meben et Megan, on a clairement un message écologique qui n'est pas pour me déplaire, donc le problème ce n'est absolument pas l'intention, mais bien son traitement. Ces personnages sont creux, ou du moins, ce qui les caractérise n'est pas bien mis en avant. C'est un problème d'écriture principalement, et éventuellement d'interprétation. De ce fait, leurs interactions ressemblent à des gesticulations dépourvues d'intérêt plutôt qu'à des interactions entre des personnages dont on commence à percevoir les motivations et les caractères individuels. Cette faiblesse concerne la plupart des nouveaux personnages, mais pas tous. C'est la raison pour laquelle je soulignais la qualité des nouveaux de KV1 comme Ropars et Alzagar, qui confirment ici qu'ils sont nettement plus fun à suivre que les autres nouveaux. On peut y ajouter dans ce KV2 Conle le fameux, Gérant joué par Mogiz, ou encore Gofanan joué par Thomas VDB. Voilà des personnages qui sont immédiatement caractérisés. Conle est un druide perspicace et compétent qui tranche avec la nullité environnante. Gérant est sympathique, un peu précieux, il a honte de son gourdin tout pourri, tout en voulant faire ses preuves. Gofanan veut à tout prix trouver un moyen de se barrer de l'endroit où il vit. J'ai du mal à comprendre d'où provient cette différence de qualité dans la définition des nouveaux personnages. Quoi qu'il en soit, c'est loin d'être le seul ou le principal problème du film,
même si c'est un véritable problème dès que l'histoire revient au personnage sans saveur. La scénarisation et ici en particulier le montage et même la structure même du film sont les principaux points d'achoppement et les sources de frustration de ce volet 2 partie 1. Et non, qu'on ne vienne pas me dire « bah oui, c'est normal la frustration, c'est un film en 2 parties », qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Oui, une première partie doit donner envie de voir la seconde, mais non, une première partie ne peut pas se contenter d'être une grosse intro à ce qui arrivera ensuite. Ce n'est tout simplement pas comme ça qu'on écrit une œuvre en plusieurs parties, que ce soit un livre ou un film. Dans la scénarisation, on a pour résumer à grands traits ce qu'on appelle la promesse, la progression et la récompense. La promesse consiste à poser les enjeux, à laisser entrevoir au spectateur ce à quoi il peut s'attendre, en termes d'ambiance, d'objectifs, d'adversité et d'aboutissement potentiel. La progression, c'est tout simplement le cœur du développement, ce qui prend le plus de temps avec des péripéties, des rebondissements, des hauts et des bas pour les protagonistes. Cette progression peut réserver des surprises, mais on suppose qu'elle correspond assez bien à la promesse initiale en termes d'ambiance, même si elle peut surprendre en termes de réussite et d'échec, d'adversaires, etc. Enfin, la récompense consiste à apporter d'abord une résolution et ensuite un dénouement. Dans la fantasy, on s'attend soit à une fin heureuse, soit à une fin douce amère, mais rarement à une fin totalement déprimante et catastrophique, contrairement à ce qu'on trouve souvent dans l'horreur ou le fantastique, par exemple. Dans une œuvre longue et surtout quand elle est découpée en plusieurs tomes ou parties, il faut une grande promesse d'ensemble, mais aussi des promesses intermédiaires, de même pour les progressions et les récompenses, d'autant plus quand on suit plusieurs groupes de personnages qui cherchent à accomplir des missions différentes. Cela peut paraître évident, mais apparemment ça ne l'est pas pour Alexandre Astier, ou du moins il a décidé de s'en affranchir dans la structure de son film. En effet, par bien des aspects, la construction de cette partie 1 correspond à un gros volet 2 de 5 heures qu'on aurait coupé en plein milieu. Et ça, on peut le retourner dans tous les sens, c'est tout bonnement aberrant. On peut proposer du contemplatif, mais on va forcément risquer de perdre, de décevoir et d'ennuyer une bonne partie du public si on ne propose pas des étapes scénaristiques intermédiaires. Et dit autrement, il aurait fallu que certains groupes aboutissent à leurs objectifs, que d'autres résolvent une péripétie et se retrouvent prêts à se confronter à une nouvelle étape clairement définie, en ayant appris quelque chose entre-temps. On pourrait argumenter que c'est bel et bien ce qui se passe dans le film, mais en réalité on a énormément de promesses, quasiment pas de péripéties, et encore moins de récompenses. On a une exception notable qui correspond à la mission des espions, et c'est très exactement la raison pour laquelle c'est la meilleure partie du film, outre le début, d'autant plus qu'elle bénéficie de personnages caractérisés, même si récents, et d'excellents interprètes. Voilà pourquoi en dehors de ce groupe, et dans une certaine mesure celui de Merlin et compagnie, on ressent un manque et une frustration avec un essoufflement flagrant du film qui propose des progressions de personnages, mais quasiment pas de péripéties, et encore moins de résolutions intermédiaires. Dans cette structure d'ensemble, on a bien évidemment des arcs narratifs spécifiques pour chacun des personnages principaux, à commencer par Arthur et Caradoc, qui prennent ici une position centrale. Dans le cas de Caradoc, on a un personnage qui se caractérise par son aspect volontaire, voire proactif, une qualité associée à une grande incompétence dès qu'il est confronté à une péripétie sérieuse. Pour Arthur, c'est l'inverse, il est très compétent mais jamais proactif ni volontaire. Il doit lutter contre sa dépression qui dure depuis bien longtemps maintenant, et c'est uniquement en réaction à ce qui arrive à ceux qu'il aime qu'il se met enfin en mouvement. C'est plutôt un bon point d'avoir ces deux profils antinomiques et donc complémentaires. Ce qui pêche un peu pour Arthur, c'est qu'on le retrouve à se confronter à des prises de décision qu'on pensait déjà tranchées dans le premier volet, particulièrement par rapport à Guenièvre. Alors certes, la fin du premier volet établissait clairement qu'Arthur restait dépressif et même suicidaire alors qu'il s'allongeait sur la table, alors que Camelot s'effondrait sur lui. La thématique de sa guérison et de sa capacité progressive à accepter son destin et sa responsabilité est totalement centrale pour le personnage, sachant qu'elle est liée à la fausse prophétie de son incapacité à avoir une descendance. Or, cette première partie de volet 2 ne propose qu'une amorce. De ce point de vue, ça aurait pu fonctionner, mais à condition de ne pas avoir coupé en pleine péripétie. On ne coupe pas un film en plein milieu d'une péripétie. Imaginez si la compagnie de l'anneau s'arrêtait pile au moment où Boromir reçoit la première flèche de l'Uruk-hai dans le torse. Ce serait totalement insupportable et juste mal écrit. De même pour Caradoc, on aurait dû avoir un aperçu de sa situation, une amorce de promesses de solutions pour ménager des attentes concrètes et du suspense. À cet égard, après avoir revu hier le premier volet, il ne fait aucun doute pour moi que le premier film est bien mieux structuré que le deuxième. Alors on me dira que c'était plus facile car il était en une partie, mais au final non, il ne l'est pas. Il est bien la première partie d'une trilogie en 3 volets. Et il a beau être une première partie, le premier film propose une promesse, une progression et une récompense. Il a des défauts, mais on se rend compte qu'il s'éparpille moins entre ses personnages que le deuxième volet, alors qu'il s'éparpillait déjà pas mal. Il est un peu moins abouti visuellement, avec quelques effets numériques moches, mais aussi pourtant tout un début qui s'en sort très bien en termes de paysage
et de rythme. La musique du premier volet est tout aussi excellente que celle du deuxième, et le niveau de frustration est incomparable. Alors certes, le niveau de promesse du deuxième volet est supérieur, avec l'appel à l'aventure et des enjeux qui montent, mais ce niveau de promesse, qui rend le début de ce deuxième volet aussi réussi, aboutit à cet achoppement que j'ai déjà décrit précédemment. On se retrouve littéralement le bec dans l'eau. Dit autrement, et pour résumer ma comparaison rapide entre KV1 et KV2 première partie, alors je ne dis pas que KV1 est foncièrement un meilleur film, il a pas mal de défauts, il y a plus d'enjeux, plus de promesses dans KV2 que dans KV1, mais en termes de construction, de rythme même, KV1 est un peu plus abouti. On a vraiment un début, un milieu et une fin, ça ne fait pas tout, mais c'est déjà pas mal. Alors il a ses défauts, mais finalement, quand on compare les deux, eh bien il y a de quoi se poser la question. D'autant qu'il y a un point que j'avais oublié de traiter dans la première vidéo consacrée à ce KV2 partie 1, alors que j'en avais pris note mentalement durant le film, c'est l'incohérence temporelle des différentes quêtes et déplacements. On peut estimer que cela relève du détail, mais sachant que les personnages seront sans doute amenés à se retrouver dans le final de la partie 2, ça reste quand même très gênant. Et oui, certains personnages font des voyages très longs, d'autres des très courts, dans un laps de temps perçu à l'écran comme étant le même. On a même un courrier qui arrive à Arthur après un long voyage, tandis que des missions bien plus courtes et de proximité viennent seulement de se terminer ou sont toujours en cours. C'est dommage. Pour en revenir à mon intro qui évoquait ces titres excessifs et souvent putaclic, non, ce film n'a rien d'un téléfilm M6. En termes de réalisation, de moyens, d'ampleur esthétique et musicale, on en est à milieu. C'est la pire accroche qu'on puisse proposer pour critiquer le film. Concernant ces notions de vide absolu, de vide total dans certains titres de vidéos, là encore c'est faux, le film promet beaucoup, on a des enjeux établis. En revanche, les défauts de structure nous privent de péripéties et de récompenses. Quand on ne connaît pas grand-chose aux règles scénaristiques, on peut confondre ça avec du vide, mais des dialogues au cordeau, des enjeux établis et des moments de voyage contemplatif, ce n'est pas du vide, c'est juste une proposition qui ne convient pas éventuellement. Plutôt que du vide, on devrait plutôt parler de propositions qui s'écroulent un peu sous le poids de son ambition et qui manquent le coche en termes de répartition de ses intrigues et de ses résolutions. On aurait dû avoir au moins une grosse intrigue en plus de l'espionnage qui aboutisse dans cette première partie, sans parler de la nécessité de ne pas couper en pleine péripétie, ce qui me semble vraiment évident. Il y a beaucoup de travail et de talents divers et variés investis dans ce Camelot volet 2 partie 1, ce qui rend d'autant plus regrettable l'erreur de construction qui en fait une intro de 2h19. Certains spectateurs super investis qui mettent le plaisir de retrouver ce monde et ses personnages avant tout le reste pourront en être satisfaits, et je suis sincèrement content pour eux. Pour les autres spectateurs qui restent consciemment ou souvent inconsciemment attachés à des structures narratives plus maîtrisées et respectueuses de la forme d'une histoire, cette partie 1 du volet 2 restera une belle promesse suivie d'une frustration qui n'en est que plus grande. Reste à voir qui aura la volonté de donner encore une chance à Astier pour la seconde partie de ce deuxième volet. Un dernier mot maintenant sur Perceval. Après avoir revu KV1, effectivement le personnage fait du surplace. Il gueule comme un âne des répliques moyennement drôles. On comprend totalement pourquoi Franck Pitiot a souhaité lire le scénario prévu pour son personnage avant d'accepter ou de refuser son retour, sachant que la plupart des personnages font du surplace en termes de développement interne dans ce film. On peut en déduire qu'il en allait de même pour Perceval. Et il faut bien dire que c'est aussi là un des enjeux du passage du format de série courte, peuplé de personnages archétypaux à but essentiellement humoristique, à celui du film dans lequel on attend légitimement une progression interne du personnage, et pas uniquement chez Arthur, au rythme d'un escargot arthritique. Je ne peux qu'espérer que la partie 2 sera magnifique, sinon l'attente sera musclée des pieds. Soyez au rendez-vous ce lundi pour le début de la série Bienvenue à Derry dans l'univers de Ça, de Stephen King bien sûr. Si vous êtes suffisamment nombreux au rendez-vous, on pourra repartir sur des analyses épisode par épisode chaque lundi. Donc je compte sur vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir la chaîne et la vidéo. Je ne vais pas me répéter, et je vous dis à très vite, à lundi, pour de nouvelles aventures. Salut!